Bonsoir. Pour cette nuit des idées 2021, l'Institut français de Chypre a souhaité répondre directement à la thématique proposée, intitulée « Proche », laquelle s'inscrit dans le sillage de la crise sanitaire de la Covid-19 en posant la question de nos rapports individuels et collectifs à l'espace, qui invite à penser les nouvelles solidarités que la crise économique et sociale appelle à construire. Cet événement, intitulé à Chypre Proche, Poésie, Solidarité et Contagion, consiste en la réalisation live par Amphi Pafiou et Mathieu Devavry, artistes plasticiens chypriotes et français appartenant au collectif Inner Space, d'une peinture murale représentant le portrait d'Albert Camus. L'Institut français de Chypre a en effet choisi de mettre en exergue la pensée d'Albert Camus qui, mieux que tout autre, a marié dans toute son œuvre les thèmes de l'absurde et de la solitude, de la révolte et de la solidarité. Au « je pense donc je suis cartésien », trop individualiste et empreint de certitude, Camus préfère un « nous nous révoltons, donc nous sommes », plus fragile, mais mettant en avant la valeur de l'action collective. Beaucoup ont lu ou relu La Peste durant les différents confinements qui ont autant affecté la psychologie des individus que le coronavirus leur santé. La Peste montre bien toute l'ambiguïté d'un fléau qui, bien que réel, distille un mal autrement plus insidieux qu'il atteint l'âme des hommes. Cette performance picturale sera accompagnée d'une lecture en voix off d'extraits de textes d'Albert Camus, L'enfant grec, La Peste et Jonas ou l'artiste au travail. Seront également présentées 2 vidéos créées spécialement pour la Nuit des idées par des artistes et auteurs chypriotes. La première de Yorgos Tachiaropoulos sur des textes de la poétesse chypriote grecque Daphne Nikita, traduit en français par Christos Dubar. La seconde de Spiros Christofi et de Mathieu Devavry sur des textes du poète chypriote grec Fortino Samano, traduit en français par Marine Meunier. Albert Camus, L'enfant grec. Article publié dans le journal L'Express du 6 décembre 1955. Depuis quelques semaines, Chypre révoltée a un visage, celui du jeune étudiant chypriote Michel Karaolis, condamné par les tribunaux britanniques à la mort par pendaison. On meurt aussi, et affreusement, dans l'île heureuse où Aphrodite est née. Une fois de plus, l'obscure revendication d'un peuple longtemps muette, puis bâillonné, dès qu'elle cherche à s'exprimer, a éclaté dans le terrorisme. Une fois de plus, la répression aveugle a précédé la révolte. Une fois de plus, la puissance qui se déclarait soucieuse d'abord de l'ordre est obligée d'installer ses tribunaux et d'intensifier encore une répression qui n'aura d'autre effet que de multiplier les révoltés. Alors vient l'heure des martyrs, aussi inlassables que l'oppression, et qui finissent par imposer à un monde indifférent la revendication d'un peuple oublié de tous, sauf de lui-même. Mais dans le cas qui nous occupe, ce vieux drame est d'autant plus douloureux qu'il s'agit de 2 peuples alliés entre eux et amis d'une autre. L'intérêt comme le cœur exigent que ces 2 nations renouent avec leurs vieilles amitiés. Au lieu de cela, le gouvernement de l'une, la plus puissante il est vrai, mais la plus admirée pour sa tradition libérale, se met dans le cas d'avoir à pendre les fils de l'autre. Pourtant, l'Angleterre ne nie même pas la légitimité de la revendication chypriote, ni que 80% des habitants de l'île soient grecs, ni que des élections libres donneraient une écrasante majorité pour le rattachement. Son seul argument, soutenu d'ailleurs il y a quelque temps par un écrivain français, est d'ordre stratégique. Chypre est le porte-avions avancé de la puissance britannique et occidentale. Mais que vaut cet argument dès l'instant où l'île est en révolte? À moins d'écraser ce mouvement dans le sang, et dès lors la Grèce entière menacerait les arrières du porte-avions, il vaudrait mieux accepter la proposition raisonnable du gouvernement grec qui offre de garantir les bases si le rattachement est voté. Après tout, il y a des fidélités qui valent le béton et l'acier. Par son admirable résistance aux envahisseurs italiens et allemands,
Par son refus obstiné de subir, la Grèce a prouvé à la face du monde que son amitié était une base plus solide que bien d'autres. Je ne cacherai pas pour ma part mon admiration et ma tendresse pour ce peuple grec, dont j'ai pu voir qu'avec l'espagnol, il était l'un de ceux dont l'Europe barbare aura besoin demain pour se refaire une civilisation. Mais ce n'est pas le seul sentiment qui me fait penser que l'Angleterre et l'Occident ont tout à gagner à ce que la question de Chypre soit réglée dans le sens du rattachement. Les conservateurs anglais ne s'y opposent en réalité que dans la mesure où, après avoir abandonné l'Égypte pour garder Suez, ils ne veulent pas perdre la face. Mais ils perdront bien plus que la face si le maintien forcément provisoire de la situation actuelle doit être payé par le meurtre d'un enfant. Le temps des empires s'achève, celui des libres communautés commence, à l'Occident du moins. Sachons le reconnaître et favoriser ce grand avenir au lieu de lui briser la nuque. Puisque des discussions sont en cours, le gouvernement britannique a l'occasion, en tout cas, de leur donner une chance de fécondité en épargnant le jeune condamné. Ce sont les amis de l'Angleterre autant que ceux du peuple grec qui lui demandent de sauver d'abord Michel Karaolis et de lui rendre ensuite une patrie vieille de 3000 ans. Le couple au milieu de la rue, des bagages. Personne ne part, personne ne reste. Le silence et humidité partout. Les mains dans les poches, c'est le jour, mais cela ressemble à la nuit qui finit. Les histoires invisibles, des gens, se suspendent aux fenêtres, fermées, à la ville comme à la guerre. Κανείς ποτέ δεν τον πυροβόλησε κι όμως έχει μια τρύπα στον κρόταφο. Personne ne lui a jamais tiré dessus et pourtant, il a un trou dans la tempe. Les gens oublient, la mémoire s'enracine, les morts parlent encore tandis que la porte se referme. Le toit goûte de salive et de pleurnichement. Le jour d'après tarde. Certains ont dit que tu étais cette image qu'a craché le diable. Je plante des arbres dans la cuisine, puis j'ouvre les fenêtres pour que les oiseaux y pénètrent. Φυτεύω δέντρα στην κουζίνα και ύστερα ανοίγω τα παράθυρα να μπουν πουλιά. Le matin, du bruit me réveille. Je saute, je cours, angoisse, sueur. La vie est devenue une ligne droite sur le mur. Je l'ai décidé, aujourd'hui je chasserai des couleurs. Exister dans la lumière, je voudrais, loin des sombres villes qui m'ont fait naître. All I want is to exist in the light, beyond the dark cities that mothered me. Le bleu, celui en face, je le sais, il va m'avaler tout entière. Το μπλε, αυτό απέναντι, το ξέρω, θα με καταπιεί ολόκληρη. Le couple au milieu de la rue. Des bagages, personne ne part, personne ne reste. Silence et humidité partout. Les mains dans les poches, c'est le jour, mais cela ressemble à la nuit. Qui finit. Les histoires invisibles, des gens, Se suspendent aux fenêtres fermées, à la ville, comme à la guerre.
promenade à Kaimakli. Je passe devant les pompes funèbres du Tout-Puissant. Je prends note. Βολτάρος του Καϊμακλή. Όξω από το γραφείο Κηδιών Παντοκράτορ, κρατώ σημείωση. Mauvaises herbes. Elles font craquer. Αγριόχορτα τσακρίζουν το τσιμέντο, γυρεύοντας το φως. Le paysage avalé d'un regard affamé. Sur la route, soleil couchant. Un papillon s'envole dans le quartier Antifa. Mort aux vaches, il chantonne. Φλαμίγκο. Τώρα πετάει η Αφρική. Όσο πιο βαθιά πήγαινε στη λίμνη, τόσο πιο πολλά τους έπιασε. Aloe vera, princesse de la route, vers Alona. Φεγγαρόπληκτος, στα βάθη της ερήμου, θωροδαιμόνος. Messaori la nuit, désert d'un autre monde, des serpents chuintent. Δρόμος φιδωτός. Ο θκιάλος δίπλα μου πατά πεζίνη. Lueur d'étoiles, la montagne de nuit, un renard bleu. Κότσινος δίσκος, στάμπα στον ορίζοντα. Δίλης Ιούνιου. Η σκράμπλερ χαμέ. Ο ράζινος θωρεί. Το γέμα τρέχει. Σκόνη Σαχάρας καταπίνει τη χώρα. Ο ήλιος αχνός. Ayos Sozomenos, sur le mont du Calvaire, village d'Arizona. Albert Camus, La peste. Extrait. Écoutant en effet les cris d'allégresse qui montaient de la ville, Rieux se souvenait que cette allégresse était toujours menacée. Car il savait que cette foule en joie ignorait, et qu'on peut lire dans les livres, que le bacille de la peste ne meurt ni ne disparaît jamais, qu'il peut rester pendant des dizaines d'années endormi dans les meubles et le linge, qu'il attend patiemment dans les chambres, les caves, les malles, les mouchoirs et les paperasses, et que, peut-être, le jour viendrait où, pour le malheur et l'enseignement des hommes, la peste réveillerait ces rats et les enverrait mourir dans une cité heureuse. Quand je suis entré dans ce métier, je l'ai fait abstraitement en quelque sorte, parce que j'en avais besoin, parce que c'était une situation comme les autres, une de celles que les jeunes gens se proposent. Peut-être aussi parce que c'était particulièrement difficile pour un fils d'ouvrier comme moi. Et puis, il a fallu voir mourir. Savez-vous qu'il y a des gens qui refusent de mourir? Avez-vous jamais entendu une femme crier « Jamais !» au moment de mourir? Moi, oui. Et je me suis aperçu alors que je ne pouvais pas m'y habituer. J'étais jeune et mon dégoût croyait s'adresser à l'ordre même du monde. Depuis, je suis devenu plus modeste. Simplement, je ne suis toujours pas habitué à voir mourir. Je ne sais rien de plus. Mais après tout, Rieux se tut et se rassit. Il se sentait la bouche sèche. Après tout, dit doucement Tarou. Après tout, reprit le docteur. Et il hésita encore, regardant Tarou avec attention. C'est une chose qu'un homme comme vous peut comprendre, n'est-ce pas? Mais puisque l'ordre du monde est réglé par la mort, peut-être vaut-il mieux pour Dieu qu'on ne croit pas en lui, et qu'on lutte de toutes ses forces contre la mort, sans lever les yeux vers le ciel où il se tait. Oui, approuva Tarou, je peux comprendre. Mais vos victoires seront toujours provisoires, voilà tout. Rieux parut s'assombrir.
Toujours, je le sais. Ce n'est pas une raison pour cesser de lutter. Non, ce n'est pas une raison, mais j'imagine alors que ce doit être cette peste pour vous. Oui, dit Rieux, une interminable défaite. Son rôle n'était plus de guérir, son rôle était de diagnostiquer. Découvrir, voir, décrire, enregistrer, puis condamner, c'était sa tâche. Ah, si c'était un tremblement de terre, une bonne secousse et on n'en parle plus. On compte les morts, les vivants et le tour est joué. Mais cette cochonnerie de maladie, même ceux qui ne l'ont pas la portent dans leur cœur. Le plus fort des désirs de nos concitoyens était et serait de faire comme si rien n'était changé, mais que, dans un autre sens, on ne peut pas tout oublier, même avec la volonté nécessaire, et la peste laisserait des traces, au moins dans les cœurs. Impatients de leur présent, ennemis de leur passé et privés d'avenir, nous ressemblions bien ainsi à ceux que la justice ou la haine humaine font vivre derrière des barreaux. Ils se croyaient libres, mais personne ne sera jamais libre tant qu'il y aura des fléaux. Les fléaux, en effet, sont une chose commune, mais on croit difficilement aux fléaux lorsqu'ils vous tombent sur la tête. Il y a eu dans le monde autant de peste que de guerre, et pourtant peste et guerre trouvent les gens toujours aussi dépourvus. Le docteur Rieux était dépourvu comme l'étaient nos concitoyens, et c'est ainsi qu'il faut comprendre ses hésitations. C'est ainsi qu'il faut comprendre aussi qu'il fut partagé entre l'inquiétude et la confiance. Quand une guerre éclate, les gens disent « ça ne durera pas, c'est trop bête ». Et sans doute, une guerre est certainement trop bête, mais cela ne l'empêche pas de durer. La bêtise insiste toujours. On s'en apercevrait si l'on ne pensait pas toujours à soi. Nos concitoyens, à cet égard, étaient comme tout le monde. Ils pensaient à eux-mêmes, autrement dit, ils étaient humanistes. Ils ne croyaient pas au fléau. Le fléau n'est pas à la mesure de l'homme. On se dit donc que le fléau est irréel. C'est un mauvais rêve qui va passer. Mais il ne passe pas toujours. Et de mauvais rêves en mauvais rêves, ce sont les hommes qui passent. Et les humanistes en premier, parce qu'ils n'ont pas pris leurs précautions. Jonas ou l'artiste au travail. Nouvelle appartenant au recueil L'exil ou le royaume. Extrait. Gilbert Jonas, artiste peintre, croyait en son étoile. Il ne croyait d'ailleurs qu'en elle. Et bien qu'il se sentît du respect et même une sorte d'admiration devant la religion des autres, sa propre foi pourtant n'était pas sans vertu, puisqu'elle consistait à admettre de façon obscure qu'il obtiendrait beaucoup sans jamais rien mériter. Aussi, lorsqu'aux environs de sa 35e année, une dizaine de critiques se disputèrent soudain la gloire d'avoir découvert son talent, il n'en montra point de surprise. Mais sa sérénité, attribuée par certains à la suffisance, s'expliquait très bien, au contraire par une confiante modestie. Jonas rendait justice à son étoile plutôt qu'à ses mérites. Aux amis se joignaient parfois les disciples. Jonas maintenant faisait école. Il en avait d'abord été surpris, ne voyant pas ce qu'on pouvait apprendre de lui, qui avait tout à découvrir. L'artiste en lui marchait dans les ténèbres. Comment aurait-il enseigné les vrais chemins? Mais il comprit assez vite qu'un disciple n'était pas forcément quelqu'un qui aspire à apprendre quelque chose. Plus souvent au contraire, on se faisait disciple pour le plaisir désintéressé d'enseigner son maître. Dès lors, il put accepter avec humilité ce surcroît d'honneur. Les disciples de Jonas lui expliquaient longuement ce qu'il n'avait pas, et pourquoi. Jonas découvrait ainsi dans son œuvre beaucoup d'intentions qui le surprenaient un peu, et une foule de choses qu'il n'y avait pas mises. Il se croyait pauvre, et grâce à ses élèves, se trouvait riche d'un seul coup. De plus, ses disciples exigeaient qu'il restât fidèle à son esthétique. Jonas, qui peinait longuement pour recevoir, de loin en loin, une sorte d'éclair fugitif où la réalité surgissait alors à ses yeux dans une lumière vierge, n'avait qu'une idée obscure de sa propre esthétique. Ses disciples, au contraire, en avaient plusieurs idées, contradictoires et catégoriques.
Il ne plaisantait pas là-dessus. Jonas eût aimé parfois invoquer le caprice, cet humble ami de l'artiste, mais les froncements de sourcils de ses disciples devant certaines toiles qui s'écartaient de leur idée le forçaient à réfléchir un peu plus sur son art, ce qui était tout bénéfice. Pourtant, Jonas travaillait moins sans qu'il pût savoir pourquoi. Il était toujours assidu. Mais il avait maintenant de la difficulté à peindre, même dans les moments de solitude. Ces moments, il les passait à regarder le ciel. Il avait toujours été distrait et absorbé. Il devint rêveur. Il pensait à la peinture, à sa vocation, au lieu de peindre. « J'aime peindre », se disait-il encore. Et la main qui tenait le pinceau pendait le long de son corps. Et il écoutait une radio lointaine. Désormais, il passa ses nuits dans la soupente dont il ne redescendait presque plus. Du coup, la maison se vida de ses visiteurs, puisqu'on ne pouvait plus voir Jonas ni dans la journée, ni le soir. À certains, on disait qu'il était à la campagne. À d'autres, quand on était las de mentir, qu'il avait trouvé un atelier. Seul Rato, son ami, venait fidèlement. Il grimpait sur l'escabeau, sa bonne grosse tête dépassait le niveau du plancher. « Ça va ?» disait-il. « Le mieux du monde. Tu travailles ? C'est tout comme. Mais tu n'as pas de toile. Je travaille quand même. » Une belle journée commençait, mais Jonas ne s'en apercevait pas. Il avait retourné la toile contre le mur. Épuisé, il attendait assis, les mains offertes sur ses genoux. Il se disait que maintenant, il ne travaillerait plus jamais. Il était heureux. Il entendait les grognements de ses enfants, des bruits d'eau, les tâtements de la vaisselle. Louise parlait. Les grandes vitres vibraient au passage d'un camion sur le boulevard. Le monde était encore là, jeune, adorable. Jonas écoutait la belle rumeur que font les hommes. De si loin, elle ne contrariait pas cette force joyeuse en lui. Son art, ses pensées, qu'il ne pouvait pas dire, à jamais silencieuses, mais qui le mettaient au-dessus de toute chose, dans un air libre et vif. Les enfants couraient à travers les pièces, la fillette riait. Louise aussi maintenant, dont il n'avait pas entendu le rire depuis longtemps. Il les aimait, comme il les aimait. Il éteignit la lampe, et dans l'obscurité revenue, là, n'était-ce pas son étoile qui brillait toujours ? C'était elle. Il la reconnaissait, le cœur plein de gratitude, et il la regardait encore lorsqu'il tomba sans bruit. Ce n'est rien, déclarait un peu plus tard le médecin qu'on avait appelé. Il travaille trop. Dans une semaine, il sera debout. Il guérira, vous en êtes sûr ? Disait Louise, le visage défait. Il guérira. Dans l'autre pièce, Rato regardait la toile entièrement blanche, au centre de laquelle Jonas avait seulement écrit, en très petits caractères, un mot qu'on pouvait déchiffrer, mais dont on ne savait s'il fallait y lire « solitaire » ou « solidaire ».